Salam alaikum, chers collègues, ravi d'être parmi vous. Je traite la question du diabète gestationnel entre les recommandations, évidemment les recommandations récentes et les controverses qui concernent ce sujet. On va voir à la lumière de tout cela où on peut se positionner au Maroc et dans notre contexte et qu'est-ce que nous pouvons appliquer comme recommandation dans notre contexte marocain. Je rappelle que le diabète gestationnel représente 15% des diabètes durant la grossesse. Nous avons une prévalence entre 8 et 10% de DG chez les femmes enceintes. Ceci dit, ce chiffre, comme je le mentionne ici, nous vient d'études locales, régionales, qui ne sont pas du tout d'études populationnelles ou épidémiologiques, qui nous permettent d'avoir une idée du diabète gestationnel d'une manière précise et claire sur l'ensemble du territoire marocain. Ça nous donne une idée, ça reste quand même un chiffre élevé qui rejoint la prévalence du diabète de type 2 dans la population marocaine. Le diabète gestationnel est donc bel et bien le diabète qui est diagnostiqué au cours de la grossesse, au décours d'une grossesse, pas du tout préalable à la grossesse. Et bien sûr, ce n'est pas le diabète qui finit par être un diabète de type 1 ou de type 2 et qui apparaît effectivement en décours de la grossesse. Donc, on commence par voir tout d'abord le dépistage du DG à la lumière des dernières recommandations. Donc, je me suis basée sur les recommandations de l'IADPSG, le groupe d'études de la grossesse internationale ASFT, la Fédération internationale de gynéco-obstétrique, l'ADA, l'Endocrine Society et l'IDF évidemment, qui s'accordent qui s'accordent sur tous les points qu'on va voir concernant le dépistage des facteurs de risque, le diagnostic et les objectifs thérapeutiques dans le diabète gestationnel. Et bien sûr, l'update et l'actualisation des recommandations de l'ADA qui a eu lieu récemment en 2023. L'identification des facteurs de risque, donc ceci est un point essentiel qui n'ont pas du tout changé. Ça concerne la femme enceinte qui dépasse l'âge de 35 ans, le surpoids, l'antécédent de la prise de poids excessif pendant la grossesse, des diabètes de premier degré dans la famille, des antécédents personnels de macrosomie ou de diabète gestationnel, les facteurs de risque personnels lorsqu'ils sont présents ou carrément une maladie vasculaire. Et puis aussi le syndrome d'ovaire kystique, l'acanthosis, et puis également l'origine, comme il est cité ici, en un temps. Le test en un temps est venu remplacer le dépistage en deux temps. Donc, toutes ces sociétés savantes et ces organismes se sont accordés pour la réalisation du test en un temps qui est de mise et c'est ce qu'on fait en pratique courante depuis pas mal d'années et qui a supprimé l'ancien test en deux temps et qui consiste à réaliser, c'est ce qu'on appelle one-step strategy, qui se fait entre la 24e et 28 semaines d'aménorrhée chez toute femme enceinte qui nous indique donc la réalisation d'une glycémie à jeun de base d'une manière systématique et puis une glycémie par la suite après une charge glucosée à 1 heure et puis à 2 heures. Et nous avons ici les valeurs seuil pathologiques pour lesquelles on retient le diabète gestationnel. Alors, il s'agit de réaliser une épreuve d'ingestion de glucose, voilà, par voie orale, de réaliser la glycémie à jeun auparavant, 1 heure après et 2 heures plus tard. Et ici, une seule des valeurs est pathologique. Ça nous permet donc de retenir le diabète gestationnel. Alors, toutefois, si la glycémie à jeun est supérieure à 1,26 ou la glycémie à n'importe quelle valeur supérieure à 2 grammes, donc nous sommes dans une définition de diabète de type 2. Et, pardon, et là, les recommandations s'accordent pour insister à définir ce diabète de type 2 plutôt que diabète gestationnel sur la base de chiffres glycémiques trop élevés
à la fois à la base ou après la charge glucosée. Alors, pourquoi il est important d'identifier s'il s'agit bien d'un DG, diabète gestationnel, ou d'un diabète de type 2, parce que ça va avoir des retombées, des implications pratiques, lesquelles, ben, tout simplement, si c'est un diabète de type 2, on se doit donc de réaliser une évaluation ophtalmologique systématique au premier trimestre. Et puis, si jamais on découvre une atteinte rétinienne, donc une rétinopathie, on se doit de la contrôler d'une manière très rigoureuse. Et également la microalbuminurie qui doit être faite après avoir éliminé une infection urinaire, évidemment, d'une manière régulière et mensuelle si c'est une anomalie. Pas mal de femmes enceintes diabétiques de type 2 sont méconnues et donc il y a des chances de confondre et des risques de confondre un authentique diabète de type 2 avec le diabète gestationnel. Et bien sûr, le devenir fœtal et le risque materno-fœtal, il est plus important en cas de diabète de type 2 par rapport au DG, et ça, toutes les études l'ont bien démontré. Alors, les recommandations ont incité à réaliser un dépistage ciblé durant la première consultation prénatale. Alors, cette première consultation prénatale, donc c'est précoce, va permettre d'identifier donc une nouvelle population à risque et une nouvelle définition et une nouvelle entité qui est celle du diabète gestationnel précoce, c'est-à-dire avant d'arriver à ce terme de 24-28 semaines d'aménorrhée, où la GPO et l'épreuve de charge glucosée est systématique, nous allons vers une population à risque réaliser une glycémie à jeun tout simplement, sur laquelle nous allons nous baser pour rechercher soit un diabète gestationnel lorsque cette glycémie à jeun, comme on voit ici, se situe entre 0,92 et 1,26, et lorsqu'elle le dépasse, ce qui rentre dans la définition d'un diabète de type 2, nous allons être en face d'un diabète de type 2 de la femme enceinte qui était méconnue auparavant et évidemment antérieure à la grossesse. Lorsque donc le dépistage, on a vu là tout de suite la One Step Strategy, qui est celle la One Step Strategy, qui est celle de la GPO 24-28 semaines, et puis ce dépistage ciblé avec cette nouvelle population de DG précoce qu'on a à définir. Et comme on a vu tout à l'heure, les valeurs vont nous orienter soit vers un diabète gestationnel précoce ou un diabète de type 2. Alors tout ceci, c'était concernant durant cette première partie, le dépistage du diabète. Maintenant, la prise en charge, que disent les recommandations et quelles controverses concernent la prise en charge. On sait bien que la prise en charge va avoir donc plusieurs composantes, à la fois nutritionnelles, diabétologiques sur les valeurs glycémiques, mais aussi une prise en charge qui va justifier tout un cadre et toute une filière qui est importante. Les recommandations viennent avec puissance sur la nécessité d'impliquer et d'intégrer la femme dans sa propre prise en charge. Il faut que les choses soient claires pour elle, très claires, très explicitées. La femme enceinte doit être informée des risques, elle doit être briefée sur la nécessité d'avoir un carnet d'autosurveillance, de réaliser elle-même ces surveillances quand c'est possible, évidemment, de les notifier, de les noter. Elle doit être informée des objectifs glycémiques à atteindre pour qu'elle sache se réajuster lorsqu'il s'agit de prendre, par exemple, une insulinothérapie ou de consulter en cas d'excursion glycémique. En tout cas, des recommandations mettent un grand poids et accordent beaucoup d'importance au fait que la femme enceinte doit être actrice et très active dans la prise en charge du diabète gestationnel. Donc, les objectifs glycémiques qui ont été qu'elle a recommandé et maintenu dans l'update 2023 sont entre 6 et 6,5 d'H20C, en connaissant toute la limite de l'hémoglobine glyquée durant la grossesse, compte tenu du risque anémique qui est
qui est classique et qui n'est pas rare durant la grossesse. Et pas mal de fois, nous nous contentons de la surveillance glycémique capillaire et des glycémies veineuses. Alors, l'objectif est de 0,95 à jeun et une glycémie à 2 heures, celle qu'on utilise le plus, qui est inférieure à 1,20 g après 2 heures de repas en postprandial. Donc, ces objectifs doivent être précisés à la femme et clairement adoptés. Alors, comment on prend en charge l'hyperglycémie? Donc, les recommandations, et ça, c'est de grade A ici dans l'ADA. Il s'agit de démarrer une prise en charge nutritionnelle et de recommandations nutritionnelles, changement du mode de vie qui sont au premier plan. Et donc, ils disent ici que ça relève d'une diététicienne expérimentée. Ça pourrait aussi être un médecin, mais il faut vraiment s'impliquer et s'appliquer à ce que ces recommandations soient les plus claires possibles, les plus adaptées, parce que, comme on voit ici, et c'est clairement mis, et dans le justificatif et l'argumentaire des recommandations, que la majorité des DG, des diabètes gestants, vont être gérés et jugulés uniquement par ces recommandations nutritionnelles. Je vous présente et je vous invite aussi à voir ce document de l'ASFD 2021 qui a parlé de ce volet nutritionnel avec beaucoup de détails, des équivalences glucidiques, l'organisation du repas, des repas, donc il y a toutes les informations relatives à l'aspect nutritionnel et à l'approche nutritionnelle spécifique du diabète gestationnel qui sont très claires et je pense que j'ai trouvé très utiles et très pratiques et qui peuvent être une base du médecin pour expliciter et clairement expliquer tout ce qui est nécessaire à la femme enceinte. Maintenant, cette prise en charge, évidemment, va être nutritionnelle, va être adaptée à la femme, à son poids antérieur, à son besoin. Il ne s'agit pas du tout de faire du restrictif, c'est complètement interdit d'aller dans la restriction et donc la prescription diététique va être concerne chaque femme à part. Comme on peut voir ici, tout dépend du poids de la femme, de son BMI et du nombre de kilos qu'il est recommandé de prendre durant la grossesse. Et plus évidemment, elle est en surpoids et en obésité. Et on sait que les femmes enceintes qui présentent un diabète gestationnel le sont en général, et plus le nombre de kilos permis à prendre va être réduit, comme ici, entre 5 et 9 kilos uniquement lorsque le BMI dépasse 30 kilos par mètre carré. Et bien sûr, la prise en charge nutritionnelle va avoir cet impact d'équilibre glycémique, mais aussi à la valeur qualitative, nutritionnelle et micronutritionnelle de l'équilibre alimentaire qui va être apporté. Et je note ici qu'il est important de conserver ce plaisir de manger chez la femme. Et bien sûr, il y a des règles générales qu'il faudra préciser. L'activité physique, elle est recommandée, modérée, ne doit pas être dans l'endurance. Et bien sûr, il faut éliminer toutes les causes de contre-indication qui font que l'activité physique peuvent ne pas être du tout recommandées dans certains cas spécifiques obstétricaux et en général, ce sont des cas particuliers. Alors, en pratique, après cette démarche nutritionnelle, soit tout va bien et la femme elle atteint ses objectifs glycémiques et on va bien le voir clairement sur son carnet d'autosurveillance et on va continuer uniquement avec les règles hygiéno-diététiques ou bien nous allons être dans un écart d'objectifs et les objectifs ne seront pas atteints. À ce moment-là, il faudra revérifier, rechecker si les conseils nutritionnels sont bien suivis, est-ce qu'ils ont été clairement dit ou il y a eu un malentendu et à ce moment-là, à partir de ce moment-là, on peut aller envisager un traitement médicamenteux. Alors, et c'est là où on va avoir un choix à faire chez la femme enceinte, ce choix qui n'est pas trop le nôtre au Maroc, puisque nous avons une seule voie qui est la voie de l'insulinothérapie. Mais comme je parle des recommandations, donc je vais citer ce qui est permis dans les recommandations internationales avant de dire qu'est-ce qu'on a au Maroc et qu'est-ce qu'on pourrait faire de mieux dans ce sens-là.
insuline ou metformine ou traitement oral, c'est le choix qui va se poser dans les recommandations qui vont euh, permettre donc la metformine chez la femme enceinte parce qu'elle va être associée à un équilibre glycémique. Ça a été démontré par les études avec un risque quand même de prématurité. Le sulfamide, le glyburide, il est permis également mais qui a un risque d'hypoglycémie néonatale. Et là, les études à long terme chez les femmes enceintes, on n'en dispose pas. Et donc, ça reste permis, mais il y a toujours un hic et des warnings par rapport à leur usage durant la grossesse qui laissent l'insulinothérapie comme étant donc le traitement qui va mettre le plus à l'aise la femme enceinte et le médecin prescripteur. Euh, voilà, et ceci est bien clarifié dans les recommandations. C'est la thérapeutique qui reste préférée pour gérer l'hyperglycémie chez la femme enceinte en disant que la metformine et le gluburide peuvent être utilisés. Il y a quand même ce passage placentaire. Il n'y a pas d'études. Il n'y a pas d'études de long terme et je ne pense pas qu'il y aura des études de long terme sur ça. Alors, par rapport à cette controverse relative à la metformine. Donc, il y a eu une publication dans le JMED, le journal marocain, du professeur Moussaoui de Rabat, qui va mettre en exergue justement cette balance qui est celle de toutes les craintes exprimées par rapport à la metformine et les résistances attribuées à son utilisation et en même temps à la place que prend la metformine de plus en plus dans les recommandations des sociétés savantes et surtout des pays en voie de développement, comme on va voir tout à l'heure, où l'usage de l'insulinothérapie va être difficile pour la population de médecins généralistes et qui vont aller dans ce sens d'encourager l'utilisation de la metformine par le médecin praticien généraliste ou spécialiste dans le diabète gestationnel. Et c'est ce qui pourrait aussi nous intéresser au Maroc, on le verra plus tard. Voilà, donc le traitement de première intention qui est recommandé, c'est l'insulinothérapie. On ne va pas revenir sur ça. Donc, l'ADA, le Collège américain des obstétriciens disent que c'est un traitement de première intention. On n'oublie pas le volet obstétrical, la surveillance obstétricale durant le diabète gestationnel. Maintenant, on a vu donc qu'est-ce qui se dit, la controverse qui concerne essentiellement l'usage de la metformine et du sulfamide durant la grossesse, la grande place qui est accordée à l'insulinothérapie. Au Maroc, nous n'avons pas de chiffres. Les données épidémiologiques nous manquent, je l'ai signalé au départ. Nous avons quand même eu un circulaire ministériel qui a été largement diffusé. C'était la période du Covid qui organise le parcours de soins de la femme enceinte et je le partage maintenant avec vous, ce circulaire ministériel qui trace le parcours de la femme présentant un diabète gestationnel et qui présente des recommandations à suivre et des lignes directrices dans la gestion du diabète gestationnel. Alors, ce circulaire qui a été émis en 2020, il n'est que le miroir ou le résultat, disons, d'un long travail de longue haleine que nous avons mené à Marrakech avec l'Institut tropical, avec professeur Vincent de Brouwer et avec la grande participation de Dr Bouchra Assarak de Rabat sur la région de Marrakech où nous avons implémenté un protocole de dépistage et de prise en charge du diabète gestationnel dans la région de Marrakech à l'époque et nous avons publié le protocole, nous avons également publié le résultat de cette étude qui est interventionnelle de dépistage et de prise en charge du diabète gestationnel dans cette région avec deux groupes de centres, des centres d'intervention et des centres témoins. Et voilà comment le diabète gestationnel a été détecté en réalisant une glycémie à jeun durant la consultation, la première prénatale, sur la base d'une glycémie capillaire. Et suite à cela, au terme de 24-28 semaines pour l'HGPO, qui nous a permis, sans je ne vais pas me répéter, de classer tout ce qui est diabète gesta, tout ce qui est normal et tout ce qui est carrément diabète de type 2.
Alors, j'attire votre attention sur un point très important. Cette étude que nous avons faite, c'est basé sur des glycémies capillaires et l'HGPO également a été capillaire. Donc, c'est l'algorithme que nous avons adopté qui a été complètement repris au mot près par le ministère de la Santé, en sachant qu'ici, le dépistage au niveau de la première consultation prénatale, il reste basé sur la glycémie capillaire, comme c'est ici bien mentionné, mais ici, pour la GPO, ça n'a pas été notifié. Alors, c'est important de dire que nous pouvons, et ça, c'est comment on va s'adapter aux recommandations que si nous voulons pratiquer la GPO dans les centres de soins primaires, nous pouvons nous contenter de la glycémie capillaire, comme c'est le cas en Inde, comme c'est le cas dans pas mal de pays en voie de développement, où les femmes ne peuvent pas se présenter dans des laboratoires et de centres de biologie qui ne sont pas à proximité. Et il s'agit uniquement de le faire au niveau des centres primaires avec un minuteur, une glycémie capillaire, et mettre à la disposition de ces centres du glucose et de la façon de faire cette réalisation de la charge glucosaire, 60 grammes, 75 grammes de glucose. Donc, la prise en charge et l'orientation thérapeutique qui a été proposée par le ministère est complètement calquée ici également sur celle qui a été adoptée et qui est conforme aux recommandations. Thérapie nutritionnelle avec des flyers, des supports qui ont été donnés aux infirmiers, aux médecins généralistes des centres de santé après 2 semaines d'intervention diététique. Et là, il s'agit de revoir les femmes et d'évaluer les objectifs glycémiques, est-ce qu'ils sont atteints ou non au niveau de l'autosurveillance qui a été réalisée pour soit les orienter vers le spécialiste, soit décider d'intervenir d'une manière thérapeutique avec l'insulinothérapie seule. Ici, comme vous pouvez voir, euh, on, on intervient par l'insulinothérapie, ou bien de continuer la thérapie nutritionnelle si tout va bien. Alors, dans ce cas-là, et les conseils nutritionnels, et ça c'est important pour nous à le préciser, qui ont été adaptés, qui ont été adoptés, ont été carrément adaptés au contexte marocain. Et ça c'est important parce qu'on va parler de l'alimentation qui parle aux patientes, de ce qu'elles ont l'habitude de manger, que ce soit les repas classique marocain, l'étagine, nous parlons de msemen, de rire, des choses comme ça, pour être dans un message qui est juste et qui s'approche de l'alimentation de la dame. Et ici, le ministère, comme vous voyez, va donner des clarifications et carrément des propositions de menus qui tiennent compte ici de l'alimentation marocaine, zerlouk, poulet, tkouka, etc., pour se rapprocher le maximum possible et aider ces femmes à adhérer à cette recommandation nutritionnelle basée sur l'alimentation marocaine et proche de l'alimentation marocaine. Que pouvons-nous faire pour accrocher ces femmes et les aider à avoir cette autosurveillance? Il faut que les choses soient, comme je vous le montre ici, explicitées. Ici, c'est au service et donc nous pouvons proposer des carnets en arabe qui précisent les heures d'autosurveillance et les délais, les horaires pour les encourager à être régulières et adhérentes. Maintenant, une chose importante, c'est le nombre d'autosurveillance glycémique. Et ici, la FIGO, Fédération internationale de gynéco-obstétrique, nous dit que dans les pays qui sont à bas revenus, comme le nôtre, on pourrait se suffire. Et ça, c'est pas l'idéal, mais quand même qu'il faudrait aller vers s'adapter au contexte local. Et donc, il vaut mieux encourager des femmes qui n'ont pas les moyens de faire leur autosurveillance, d'aller avec un minimum de prise par jour. Et ça, les recommandations l'accordent. Il vaut mieux cela que de ne pas du tout avoir un regard sur sa glycémie quotidienne. Avant de finir, donc, je parle de la metformine et sa place au Maroc. On s'est rendu compte dans le protocole qu'il y avait beaucoup de mal à instaurer la sunnothérapie par le médecin généraliste
en rural et donc ils étaient limités, qu'ils étaient dans leur connaissance, dans la peur d'instaurer une insulinothérapie. Ceci nous amène à dire que quelle est la place de la metformine au Maroc, cette metformine qui connaît la controverse, mais est-ce que nous ne serions pas comme en Inde, un pays qui, au contraire, devrait accorder à la metformine sa place dans la prise en charge du diabète gestationnel? Je pense que oui. Je pense qu'il faudrait, à partir du colloque et à partir de cette présentation et peut-être la discussion qu'on aura à faire, voir les possibilités d'introduire ou bien faire carrément un plaidoyer sur la place de la metformine. C'était une recommandation d'ailleurs de l'étude qu'on avait menée et qu'on avait apportée au ministère, mais malheureusement, ça n'a pas été accordé. On était resté sur la prise en charge par l'insulinothérapie seule. Alors, pour conclure, je dis que donc nous avons le diabète gestationnel est un grand problème avec un surrisque materno-fœtal et qu'il est très fréquent au Maroc. On a vu les chiffres approximatifs. Il est important de s'adapter aux recommandations ministérielles, d'essayer de les implémenter au maximum et qu'il y ait une filière ou un réseau dans le secteur libéral également, c'est très important. Il est essentiel d'apporter la connaissance, la formation des intervenants, médecins généralistes et diététiciennes sur les spécificités de cette pathologie. Et je finis par dire qu'il faut absolument qu'on défende la metformine chez la femme enceinte. De toute manière, on ne pourra pas avoir d'études à long terme chez la femme enceinte. Je ne pense pas que ça va voir le jour comparatif au décès thérapeutique avec la metformine. Donc, c'est une information qu'on ne risque pas d'avoir. Et en voyant le besoin au Maroc, l'enclavement des femmes, le manque d'accès aux soins, il faudrait qu'on réfléchisse réellement à pousser vers la prescription de la metformine et faciliter ainsi la prise en charge du diabète gestationnel durant la grossesse. Et je vous remercie.